Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Alors, il ne reste plus que quelques jours avant que les membres du Parti québécois ne commencent à choisir leur nouveau chef du mercredi 13 au vendredi 15 mai. Pour mémoire, les résultats seront rendus publics en soirée le jour même, donc du 15 au Centre des congrès de Québec. Retour avec Mathieu Bocoté sur les candidats en lice. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, comme on dit au casino, faites vos jeux, rien ne va plus? Oui, mais je crois qu'il y a encore quelques jours pour que les candidats cherchent à se démarquer d'une manière ou de l'autre, pour que certaines gaffes puissent être commises encore une fois. Ce n'est pas impossible, mais sur le fond des choses, je crois que les tendances lourdes sont données. Peut-on les résumer? Oui, je crois qu'il y avait un candidat qui était considéré dès le début comme le candidat vedette de cette course, qui était Pierre-Carl Péladeau. Oui. Et manifestement, ses appuis se maintiennent, même s'il a eu une campagne beaucoup plus dure que ce que certains pouvaient craindre ou annoncer, c'est-à-dire il a été la cible de plusieurs adversaires à l'intérieur ou à l'extérieur du Parti québécois, mais quoi qu'il en soit, il est parvenu à se maintenir. N'oublions pas que deux candidats se sont effacés au fil de la course, c'est-à-dire Jean-François Lisée et Bernard Drinville. Oui. La candidature surprise de la course pour certains, du moins, c'est Alexandre Cloutier, candidat qui est un peu l'héritier d'André Boisclair, représentant d'une forme de centre-gauche moderne, un nationalisme d'ouverture multiculturel un peu, et lui, il espère provoquer un deuxième tour. Et finalement, la troisième candidature qui compte, c'est celle de Martine Ouellette, qui représente ce qu'on pourrait appeler la gauche social-démocrate nationale traditionnelle du PQ. Et le quatrième candidat, qui est un peu le fou du roi dans la course, qui est Pierre Serré, qui fait moins de 1% et qui n'est même pas certain de pouvoir se rendre au bulletin de vote parce qu'il n'a pas ramassé assez d'argent pour sa course. Oui, donc c'est un peu serré pour lui, sans jeu de mots. Hein? Pour le dire ainsi. Revenons à PKP, donc Pierre-Carl Péladeau qui a suscité pas mal de salves contre lui. Donc vous avez déjà fait deux portraits assez exhaustifs de la situation avec PKP. Ensuite, il y a Alexandre Cloutier. Oui, et demain viendra le papier sur Martine Ouellette. Et il n'y en a pas pour Pierre Serré, j'imagine. Non, parce qu'à un moment donné, il faut tenir compte des candidats qui existent véritablement. Oui. C'est-à-dire des candidats qui dans la course représentent quelque chose d'autre que leur propre ambition personnelle. Donc tout ça, on peut voir ça sur votre blog du Journal de Montréal. Alors revenons-en à Pierre-Carl Péladeau. Il y a trois fronts, vous dites, contre anti-PKP. Oui, alors le premier, qui est très certainement, c'est ce qu'on pourrait appeler le système médiatique en lui-même, qui n'accueille manifestement pas favorablement Pierre-Carl Péladeau, parce qu'il a été patron de presse probablement, parce qu'il est, on pourrait dire aussi parce qu'il représente une figure qui vient troubler les codes de la politique traditionnelle. Comme lesquels? Donc le système médiatique a véritablement accueilli de manière très sévère la candidature de Péladeau, qu'on a présentée, on a cherché pendant un bon moment l'angle par lequel faire son procès, et finalement, on a décidé, d'ailleurs ces jours-ci, ça s'intensifie, de le présenter comme un homme colérique, un homme excessif, et inversement, on présente ses membres, plutôt ses militants, ses fidèles, ses députés, comme des gens absolument aveuglés par la promesse du pays et ne comprenant, et ont été prêts à faire tous les sacrifices possibles pour avoir leur chef charismatique pour aller jusqu'au pays. Deuxième front sévère contre lui, c'est celui des fédéralistes, tout simplement, une bonne partie de la bourgeoisie d'affaires fédéraliste qui est effrayée parce que, premièrement, on considère que Péladeau, c'est le renégat, c'est-à-dire c'est une classe d'affaires au Québec très marquée par l'adhésion au fédéralisme canadien, et là, on se retrouve avec un homme politique qui sort de ce milieu-là et qui vient incarner la crédibilité économique de l'indépendantisme, et faut dire que les fédéralistes ont peur. Pour la première fois depuis une quinzaine d'années, ils ont peur. Et troisième élément, c'est ce qu'on pourrait appeler la gauche péquiste, pour qui la souveraineté doit nécessairement être social-démocrate ou ne sera pas, et qui craint de voir Péladeau transformer l'identité idéologique du PQ. Pourtant, ces trois fronts viennent des critiques très sévères de Pierre-Carl Péladeau. Alors, comment expliquez-vous, Mathieu Bocoté, le ralliement d'une figure de la gauche indépendantiste québécoise, André Ferretti? Ah ben voilà, c'est-à-dire il y a pour une partie, c'est pour ça que j'ai parlé d'une partie de la gauche indépendantiste, parce qu'il y a ceux pour qui le projet vient à la manière du package deal, appelons ça, donc c'est la souveraineté qui doit être social-démocrate, féministe, écologiste, et ainsi de suite. Et il y a ceux pour qui, même s'ils sont à gauche, qui sont indépendantistes d'abord, pour qui l'indépendance, la question nationale, transcende les autres questions, et Mme Ferretti est très certainement une indépendantiste d'abord et avant tout. Et moi, j'ai pour mon dire que lorsque la question nationale revient dans le jeu politique, lorsqu'elle s'impose, elle tend à imposer sa propre logique à tous les acteurs. Et de ce point de vue, on voit des gens de gauche qui
sont finalement prêtes à se rallier à Pierre-Carl Péladeau autour d'un programme national. Mais justement, Pierre-Carl Péladeau, c'est un peu l'empêcheur de penser en rond, parce que c'est un homme d'affaires. En général, les hommes d'affaires, quand ils sont indépendantistes, se taisent, et quand ils sont fédéralistes, ils le clament haut et fort dans toutes les tribunes. Lui, donc, c'est un homme d'affaires puissant, et il est indépendantiste, donc ça change la donne. En plus, il sera pas inconditionnellement progressiste, il est d'abord nationaliste. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel souci d'enraciner le nationalisme. Oui, c'est une combinaison politique inattendue dans le Québec contemporain. Tout à fait. D'un côté, on avait des souverainistes de centre-gauche, de l'autre côté, on avait un nationalisme autonomiste de centre-droit qui n'était plus souverainiste depuis un temps avec François Legault. Et là, on a une figure assez singulière, c'est-à-dire Péladeau est manifestement un capitaliste, personne n'en doutera, mais on est très loin du capitaliste déraciné, mondialisé, citoyen du monde, et ainsi de suite. On est devant un homme qui a un sens de l'enracinement assez singulier, c'est le moins qu'on puisse dire, un nationaliste très viscéral. Oui. Deuxièmement, on est effectivement devant une figure qui, dans un mouvement souverainiste, qui a toujours eu un problème à assurer sa crédibilité économique. Le mouvement souverainiste a toujours été capable d'avoir des professeurs d'économie avec lui, mais beaucoup plus difficilement il attirait les hommes d'affaires. Et là, il parvient à attirer un, et pas n'importe lequel, c'est le moins qu'on peut se dire. Oui. Alors, et troisième élément qu'on doit ajouter, le mouvement souverainiste, depuis une quinzaine d'années, peu à peu, a transformé son projet en idéal lointain. Oui. Ce qui fait qu'il y avait une forme de perte de la volonté politique chez les indépendantistes, et beaucoup d'indépendantistes voient chez Péladeau une forme de renouveau d'un volontarisme indéniable qui pourrait soulever un peuple québécois amorphe. Ce qui ne veut pas dire que sa candidature est sans faiblesse, loin de là, mais on peut dire qu'il y a des raisons structurelles qui font en sorte qu'un grand nombre de souverainistes y adhèrent. Est-ce qu'il y a aussi une question pédagogique? Parce que pour vendre l'indépendance au Québec et a fortiori au reste du Canada, il faut quand même documenter, faire la preuve que économiquement, ça va, parce que vous êtes indépendantiste pur et dur, mais surtout pour des raisons, je dirais pas affectives, mais raisons politiques. Oui, mais il y a aussi des raisons économiques. Alors, est-ce que vous pensez que Pierre-Carl Péladeau est bien outillé pour faire ce travail de, peut-être pas de Sherpa, mais d'expliquer en quoi l'indépendance du Québec sera économiquement, non pas un désastre, mais une réussite, comme le dit son slogan? Je crois que c'est tout son pari, c'est-à-dire on se retrouve devant quelqu'un qui veut convaincre non seulement que la souveraineté n'appauvrira pas les Québécois, mais pourrait même les enrichir. Et là, il y a une de ses promesses de campagne, peut-être plus importante que les autres, c'est la création d'un institut de recherche appliquée sur l'indépendance du Québec. Oui. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend documenter ce qu'on pourrait appeler les effets de l'emprise fédérale sur le Québec. Parce qu'on a pris, les souverainistes, finalement, on s'intéresse à quoi normalement? Aux compétences provinciales du Québec, plus à l'identité. Oui. Mais quand il y a le temps de réfléchir aux télécommunications, à la politique maritime, à l'occupation du territoire, à toute une série de questions qui sont pourtant fondamentales en politique, les souverainistes n'ont pas vraiment de réflexion sur ça. Ou alors ils étaient à Ottawa du temps de Gilles Duceppe avec le Bloc québécois, mais la réflexion ne percolait pas dans la mentalité québécoise. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui dit, un instant, nous allons documenter tous les aspects de la question nationale pour montrer comment cette question nationale, que certains considèrent désuète, en fait, marque profondément notre condition collective. J'ai envie de vous poser une question, Mathieu Bock-Côté. Est-ce que Pierre-Carl Péladeau a une stature internationale? Ça reste à voir. C'est-à-dire, on peut pas décider à l'avance de ce qu'il sera comme chef. Je comprends, mais pour avoir un chef d'État indépendant, est-ce que vous sentez en lui, je dirais même que Lucien Bouchard l'avait. Oui, ok, ça aussi, oui. Est-ce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a l'envergure nécessaire pour porter le projet national au-delà du simple de ses frontières. Apostolat au Québec? Voilà. Oui, je crois que oui. Vous savez, les Québécois ont un rapport trouble avec le pouvoir. C'est-à-dire, on aimerait quelquefois que nos dirigeants soient tendres, doux, compréhensifs, mais qu'ils exercent le pouvoir, c'est-à-dire être capable d'imposer sa volonté contre une autre volonté quelquefois. Les Québécois, on a de la difficulté avec ça, et là on se retrouve avec quelqu'un qui manifestement, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais le pouvoir, il connaît ça, il ne semble pas avoir un problème exagéré avec ça. Donc probablement qu'au moment où il va falloir que des grandes volontés vont se confronter autour de la question de l'indépendance, nous sommes devant quelqu'un qui manifestement est de cette envergure-là. Ensuite, comme on dit, c'est un candidat qui
qui va devoir, une fois qu'il sera élu, reste à voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, à la différence de plusieurs, je ne crois pas que nous sommes devant un candidat qui irait de déception en déception. Tout au contraire, il est parvenu à imposer une crédibilité réelle comme chef politique pour l'instant, je crois. Il y a une phrase toute gaulienne qui paraît-il, il répète souvent, il dit « Moi, j'ai plus d'ambition pour le Québec que pour moi-même ». C'est vraiment la définition de l'homme d'État telle que vous le fantasmez, Mathieu, non? Ah, je sais pas, je le dirais pas comme ça, mais... je dis pas névrotiquement, mais je dis... Chacun d'entre eux ont plus d'ambition pour leur peuple que pour eux-mêmes. Oui. Et là, faut pas se compter l'illusion, c'est-à-dire, faut pas se compter l'histoire. Par définition, quelqu'un qui veut le pouvoir le veut pour lui. Hein, c'est-à-dire, nous ne sommes pas devant des saints, nous ne sommes pas devant des espèces de sages désincarnés. Donc, ils veulent le pouvoir. La question est de savoir s'ils veulent le pouvoir pour l'exercer simplement ou pour l'accrocher à un idéal. Voilà. Et je crois qu'une figure comme Péladeau, s'il fait autant rêver une bonne partie de la base militante souverainiste, c'est que voilà un homme qui a décidé d'investir un pouvoir, une puissance sociale qu'il avait, et bien de la laisser de côté pour aller à la conquête du pouvoir politique, qui est le seul qui permet finalement de changer les choses en profondeur dans une société. Est-ce qu'on peut voir chez PKP, on va bientôt passer aux autres aussi, oui. On a parlé du côté combatif de Jean Charest et du sens de l'État de Lucien Bouchard, tout ça dans le même homme, PKP. Vous adhérez à cette idée-là? Ça dépend. Combatif, qui en douterait un seul instant? Qui en douterait un seul instant? Le sens du pouvoir, certainement. De l'État. Encore une fois, comme je dis, nous parlons ici d'un candidat, mais si on cherche à voir ce qui se passe dans la tête des militants péquistes en ce moment, manifestement, ils prêtent de telles vertus au personnage. Reste à voir ensuite, comme je dis, pour la surprise des choses, mais manifestement, il semble... C'est pour ça que la candidature de PKP, pour le dire autrement, répond, je crois, à des problèmes structurels à l'intérieur du mouvement souverainiste que j'ai évoqué tantôt, perte de crédibilité économique, oui. Fracture de la coalition nationaliste, avec le fait qu'une bonne partie de l'électorat de centre-droit était partie vers la CAQ, et perte de crédibilité politique, de la volonté politique. On a un candidat qui dit, ma réponse, j'incarne une réponse à ces trois problèmes. Et une chose est certaine, peu importe qu'on soit d'accord avec le fait qu'il soit la réponse ou non, il serait insensé de nier ces trois problèmes. Il n'y a pas un risque, ça je mets mon chapeau fédéraliste, si vous me permettez, Mathieu, on reste amis malgré tout, hein. Bien sûr. Il n'y a pas un risque de culte de la personnalité ou du Christ ça, sauveur, etc.? Évidemment, c'est l'envers de la chose, c'est-à-dire lorsqu'on croit avoir trouvé d'une manière ou de l'autre un chef qui est capable de changer les choses, l'envers de ça, bien évidemment, c'est l'idéalisation, c'est le fait une forme d'adoration de la figure politique, voilà. C'est le fait de renoncer à tout esprit critique devant cette figure du dit sauveur. Bon, alors ça, sans aucun doute, et j'espère que à la fois ceux qui le soutiennent et ceux qui le commentent et ceux qui y adhèrent seront capables néanmoins d'avoir cette part d'esprit critique sans laquelle on ne fait plus de la politique simplement, mais on entre dans une secte. Pensez-vous que ce sera le rôle de Bernard Drinville qui contre toute attente l'a rallié? En fait, ça peut nous amener peut-être à une autre personne, c'est Alexandre Cloutier. Ah, allons-y. C'est-à-dire Alexandre Cloutier, dans la course, c'est bon. Pour plusieurs, c'est le candidat absolument surprise. Moi, je fais des nuances. Je crois que son succès était prévisible. Mais il y aura eu un tel succès, j'entends par là qu'il est passé d'une relative insignifiance médiatique à une vraie existence politique, que dans les faits, il va rappeler que l'ensemble du Parti québécois n'a pas communié sous la figure de PKP. Donc, il y a un autre PQ que celui qui s'est rallié à PKP. Qu'il y a des gens qui sont sous qui lisent la situation autrement et qui ne voient pas en PKP l'homme qui peut changer les choses. Donc, manifestement, Cloutier va incarner cette part de modération inévitable dans le leadership de Pierre-Carl Péladeau. Il va incarner une autre vision du PQ, et ne serait-ce que parce que... Et là, il y a une espèce de relation à deux qui va avoir là-dedans. D'un côté, Péladeau va devoir tendre la main à Cloutier, et de l'autre côté, Cloutier va devoir trouver une manière de se rallier à PKP en y adhérant sans sacrifier son propre capital politique qu'il aura accumulé pendant la course. Donc, c'est une relation difficile et complexe qui va se jouer dans les 2 prochaines semaines. Mais alors justement, je reviens à Drainville. Alors, il a rallié le camp PKP. Est-ce que c'est quand même un rude combattant? C'est loin d'être un deux de pique. Ça devrait être c'est un atout pour un PKP, non? Ça, absolument. C'est un homme de qualité, très certainement. Bernard Drainville, contrairement à ce qu'ont dit certains journalistes, a fait la preuve de sa grande valeur politique dans le débat sur la Charte des valeurs. Ça, ne nous trompons pas. Il a été à la hauteur dans ce débat-là. Il n'a pas renié la Charte des valeurs dans la course, même s'il ne lui a pas donné toute l'importance qu'il aurait pu lui donner. Et là, ce qui va être intéressant d'ailleurs,
c'est jeudi qui vient, au débat sur l'identité qu'il va avoir à Montréal, identité et culture, eh bien, quand Drainville était là, on aurait pu imaginer une espèce de débat Drainville-Cloutier sur la question de la charte, parce que Cloutier s'en est éloigné, Cloutier veut incarner un nationalisme détaché de l'identité. Bon. Mais là, puisque Drainville s'est rallié à Péladeau, Péladeau devient, peut-être malgré lui, j'en sais rien, le candidat identitaire. Alors, comment va-t-il jouer, assumer la question identitaire dans la course à la chefferie? Il va devoir préciser ses positions jeudi qui vient. Mais effectivement, le ralliement de Bernard Drainville positionne Péladeau d'une manière singulière sur la question identitaire. On reproche souvent à PKP, pour venir à lui brièvement, ces revirements de position. Il dit une chose, puis le contraire. Après, il va s'excuser d'un propos, puis il va revenir, etc. Est-ce que c'est par manque d'expérience politique ou c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est complètement lui-même? Ça reste à voir. Hein. Ça, je ne suis pas psychologue, alors je ne connais pas la fine psychologie du personnage. Non, mais ce que je sais toutefois, c'est que je devine que l'homme arrive en politique avec un bagage de conviction et il fait l'expérience probablement de la rectitude politique. C'est-à-dire, le premier réflexe consiste à dire « je vais dire ce que je pense », et là, il constate que quand on commence à dire un peu trop ce qu'on pense, on se met à piler sur des mines à répétition. Oui. Alors, je devine que c'est d'un apprentissage assez difficile. Ça n'a pas toujours été à son avantage. Dans le débat, par exemple, sur la Charte des valeurs, sur la laïcité, il a changé de position, je pense, 3 fois en 3 jours, et ainsi de suite. Oui. Bon, alors, on saura probablement demain quelle est sa position finale sur la question, par exemple, du port de signes religieux chez les fonctionnaires d'une manière ou de l'autre ou chez les employés de l'État, mais il va devoir avoir probablement plus de constance. Mais moi, une chose que je me demande, cela dit, puis c'est une chose qui m'inquiète, c'est, on devine que plusieurs personnes vont vouloir lui dire, le transformer en politicien ordinaire, finalement. Vous savez, qu'il ne risque pas trop, qu'il ne s'aventure pas trop, qu'il se fie au sondage, et ainsi de suite. Mais c'est contre sa nature, ça, il y a trop d'aspérité. Si on lui inflige un tel corset, eh bien, il ne sera pas à son meilleur. L'homme est manifestement plus à l'aise lorsqu'il y a une part plus, comment je pourrais dire ça, une part plus libre que lorsqu'il deviendra un politicien formaté. Je pense pas que ce serait à son avantage. Mais bon, ça reste à voir. Ça reste à voir. Martine Ouellette, dont on n'a pas encore parlé, elle est plus militante que politicienne, non? Oui, ben voilà, ça c'est une chose importante à dire. C'est-à-dire, Martine Ouellette n'a pas démérité dans cette course. C'est une femme de proposition, une femme de contenu, une femme d'idées, mais en dernière instance, on a l'impression que c'est davantage une militante qu'une politicienne. C'est-à-dire un long parcours au Parti québécois en tant que militante. Il faut voir, dans certains milieux militants au Parti québécois ou dans le mouvement souverainiste, elle suscite une grande sympathie. Hein. C'est-à-dire, pour plusieurs, c'est leur candidate. Elle joue la carte du pur et durisme, comme on dit, sur la question de l'indépendance. Elle promet un référendum dans le premier mandat. Elle est sympathique aux régions aussi. Elle est très sympathique aux régions, d'ailleurs. Oui, absolument. Mais moi, sur sa question sur l'indépendance, je me pose une question. C'est-à-dire, elle nous dit « je ferai un référendum à tout prix dans le premier mandat ». Ça, c'est sa manière de vouloir mobiliser les gens. Mais la question que je me pose, c'est, imaginons qu'elle devienne chef du PQ, puis elle se fait élire au gouvernement en 2018. Oui. Imaginons qu'elle a pendant 1 an de suite des sondages là qui mettent la souveraineté à 37, 38, 39%, 40% quand ça va bien. Est-ce qu'elle irait nécessairement en référendum, ne serait-ce que pour le plaisir d'en tenir un, ou est-ce qu'elle se dirait, bon, mais manifestement, on va pas le gagner, mieux vaut ne pas en perdre un troisième? Mais alors justement, alors Cloutier, lui, il a une position, il faut qu'il y ait une pétition signée par 1 million de citoyens québécois pour lancer le processus. Alors ça, c'est intéressant. Alors que PKP, la décision viendrait d'en haut, pour Cloutier, ça viendrait de la base du peuple. C'est-à-dire, Cloutier donne un écho à une position qui existe depuis longtemps dans le mouvement souverainiste, que la volonté finalement de faire porter à la population la responsabilité d'enclencher le référendum. Ou l'initiative. C'est ce qu'on appelle, c'est l'initiative populaire d'une manière ou de l'autre. Voilà. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est moi la proposition en elle-même, que ce que ça dit sur la vision politique d'un Alexandre Cloutier, qui finalement nous dit le leadership souverainiste ne peut plus venir d'en haut. Et là, c'est véritablement notre conception du leadership politique qui compte. Est-ce que le leadership politique, ça consiste à simplement recueillir des sentiments populaires et chercher à en faire un projet, ou est-ce que le politique, quelquefois, peut prendre l'initiative, décider de forcer les choses, de brusquer les événements et de partir en référendum? Mais Mathieu, là, vous semblez dire que le peuple n'est capable que de sentiments.
Je ne dis pas ça, je dis simplement que il faut savoir en politique faire le bon dosage entre, d'un côté, le chef qui donne une impulsion et de l'autre, le fait que s'il donne une impulsion dans le vide, eh bien, il va se perdre, mais s'il se contente d'attendre le peuple, il ne fera peut-être jamais rien. Le propre d'un chef politique, c'est d'être quelquefois capable de brusquer les événements, et la question que je me pose, c'est est-ce que, lorsqu'on décide d'avoir une stratégie à la Alexandre Cloutier sur le référendum, est-ce qu'on ne renonce pas simplement à la possibilité de brusquer les événements, d'assumer une forme d'initiative historique? J'ai envie de vous poser une petite question un petit peu salace, Mathieu. Serez-vous une éminence grise? Vous l'êtes déjà certainement, mais vous... Non, d'aucune manière. Mon travail est de commenter, mon travail est d'analyser, mon travail est d'examiner les événements. Et pour que je puisse parler librement de chacun, je ne peux pas être une éminence grise de qui que ce soit. Mais cela dit, comme je dis toujours, quand j'ai des conseils à donner, j'écris des chroniques et que les gens les lisent s'ils sont intéressés. Bon, vous êtes et militant et politicien, je sens, dans votre voix, dans vos propos, Mathieu. Non, parce que en 30 secondes, en 30 secondes. On peut avoir ses sympathies, bien évidemment, mais je m'inquiète. Comment je peux dire ça? En 10 secondes. En 10 secondes, mieux vaut faire une analyse sous le signe de la vérité que sous le signe de la partisanerie, et on sert toujours mieux ses propres idéaux en disant le vrai qu'en décidant de faire des petites manigances et des petits camouflages. Ouf, quelle profession de foi, Mathieu. Merci infiniment. On vous parle dans une semaine. Merci beaucoup.